Oui, bonjour à tous et à toutes. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le printemps, dans le cadre du Printemps des Cités. Donc, ce matin, à une conférence sur le genre dans les espaces scolaires, éducatifs et de loisirs. Donc, je suis Émilie Arnoulet, je suis directrice de projet à l'ORIV, l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville, donc le Centre aux ressources politiques de la ville, intégration et lutte contre les discriminations du Grand Est. Je suis également co-animatrice du groupe pilote égalité filles-garçons dans le cadre des cités éducatives. Je serai accompagnée par Muriel Maffesoli, directrice de l'ORIV, qui co-animera ce temps avec moi, et Anne Gauvin, qui est donc assistante de projet et d'études donc à Ville au Carré, donc centre ressources politiques de la ville du Centre Val-de-Loire, qui est également co-animatrice du groupe pilote égalité filles-garçons. Elle aura du coup ce rôle de modérateur dans le cadre de la conférence, donc c'est-à-dire qu'elle relèvera vos questions au fur et à mesure du temps de conférence. Nous accueillons aujourd'hui donc Edith Marouet-Jules qui interviendra pendant toute cette matinée, pendant cette petite heure, qui est docteur en géographie urbaine sur les questions d'égalité genrée dans les espaces publics et qui est fondatrice de l'AROB, donc Atelier Recherche Observatoire Égalité. Donc cette intervention est enregistrée et sera disponible en replay prochainement. Donc sans plus attendre, je lui laisse la parole pour qu'elle puisse nous en dire un petit peu plus sur cette thématique. Merci Edith. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir parmi vous pour partager avec moi mes travaux. Donc, on peut déjà dans un premier temps vous expliquer, je vais vous expliquer un petit peu comment je travaille rapidement. Donc, mon boulot consiste à passer du temps dans les écoles sur des projets d'immersion. Donc, aujourd'hui, j'aborderai avec vous simplement la question scolaire, mais je travaille aussi de la même manière à l'espace public et avec les services des collectivités territoriales. Je vais vous rendre compte donc ce travail d'immersion, c'est entre 4 et 6 mois en école élémentaire ou en collège. En lycée, je travaille un peu différemment. L'idée, c'est d'aller voir au plus près du terrain comment se joue la relation fille-garçon, puis plus tard adolescent-adolescente, dans leurs espaces à partager, en particulier l'espace de cours de récréation, mais pas uniquement, et de voir ensemble avec la communauté éducative, les élèves eux-mêmes et les commanditaires, donc en général la mairie ou l'appartement, comment on peut transformer l'espace pour influencer ou en tout cas permettre une relation un peu différente entre les filles et les garçons et leur laisser des espaces à vivre et des possibles euh, qui sont au-delà en fait de la question faussée de la relation fille-garçon sous l'angle du genre. Donc j'aborde mes terrains sous l'angle particulier de ce qu'on appelle le paradigme féministe. Donc de quoi on parle quand on parle du paradigme féministe? On se base sur ce qu'on appelle les études de genre et sur un système qui peut se définir sur deux grands piliers, dont le premier est ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe, donc qui sont très connus pour nous toutes et nous tous, et qui se jouent eux-mêmes sur deux niveaux. Le premier est ce qu'on appelle la classification par la tenue vestimentaire. Un stéréotype de sexe, c'est d'abord un vêtement physique, et c'est quelque chose qu'on va retrouver très vite d'ailleurs sur les terrains d'école, que ça soit en élémentaire ou en collège. Comment finalement on appréhende l'autre en le classifiant immédiatement dans appartiens-tu au groupe des filles ou appartiens-tu au groupe des garçons, sous l'angle de sa tenue vestimentaire. Donc on va encore retrouver évidemment les questions des robes, les questions des couleurs, les bracelets, les sacs à main, les chaussures, etc. Cette manière finalement de distinguer les filles des garçons, elle est importante à regarder du côté des garçons. C'est-à-dire que finalement, les filles vont très vite constituer un groupe, donc avec ces attributs vestimentaires, et les garçons sont ceux
qui n'adoptent pas les attributs vestimentaires des filles, c'est-à-dire ceux qui ne portent pas de robe, qui ne portent pas de maquillage, de vernis à ongles, de rose, etc. Et c'est quelque chose qui est très prégnant. Et cette manière de construire finalement les groupes sociaux, les garçons ne pas, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la difficulté de partager des jeux. Hein. Donc on comprend très vite, la question de la tenue vestimentaire devient ce qu'on appelle une tenue sociale, hein, un vêtement social. Quand on a distingué du côté des filles et d'un côté les garçons, finalement on va définir ce qu'on appelle une identité d'appartenance. C'est-à-dire qu'on va définir aussi quelle est la place, quelle est la place des filles de manière sociétale, qu'est-ce qu'un jeu de filles, un sport de filles. Et puis ce système de déclinaison va aussi se jouer à l'âge adulte, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce qu'être un homme, et aussi sur des fonctionnalités, qu'est-ce qu'être une mère, qu'est-ce qu'être un père, quels sont les métiers de femmes, les métiers d'hommes, etc. Donc ce premier pilier qui sert finalement l'objectif de classification, il s'appuie sur un deuxième pilier qui lui est beaucoup plus important dans la question de la relation égalitaire, qui est ce qu'on appelle finalement la hiérarchie, c'est-à-dire que classifier sert à hiérarchiser les groupes en instaurant ce qu'on appelle l'inégale valeur et donc en particulier en valorisant plutôt que ça soit d'ailleurs en termes d'aménagement d'espace public, mais aussi de valeurs sociétales, le groupe des garçons et le groupe des hommes. Donc on va regarder ça immédiatement par l'illustration suivante. S'il vous plaît, l'autre. Alors, on a visiblement un petit problème de PowerPoint. Voilà, parfait. Donc c'est ce que Françoise Héritier appelle la balance différentielle des sexes. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit donc l'image de cette tenue vestimentaire. Hein. Donc ce sont des bodys qui s'adressent aux bébés entre 0 et 18 mois. Donc ça c'est le besoin, j'allais dire, de distinction, hein, puisque un bébé, à part de le voir nu, on ne peut pas savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc sociétalement, on a besoin de le définir dès la naissance, cet être humain. Et donc on va s'appuyer sur un code couleur rose-bleu et sur des adjectifs finalement déclinés au féminin et au masculin. Ce qui est important de comprendre dans la balance différentielle des sexes, c'est ce qu'on va, dès la naissance, finalement, attacher les valeurs qu'on va coller sur le corps des bébés filles et celles sur le corps des bébés garçons. Donc pour les filles, hein, les attendus sont jolies, têtues, rigolotes, gourmandes, élégantes, coquettes, amoureuses, mignonnes et belles. Donc ce sont des adjectifs qui font décor, hein, qu'on met sur les corps, qui font décor au sens de décoration. Hein, qui décore la vie sociale, adjectifs que l'on va retrouver, qui sont très prégnants dans la manière dont on appréhende le groupe des petites filles et comment elles s'appréhendent aussi. Hein, donc j'ai l'habitude de dire que les filles font décor au sens du pluriel et décoration au sens de l'esthétique de la question. Chez les petits garçons, on a des attendus sur le courage, un courageux, fort, fier, robuste, vaillant, rusé, habile, déterminé, espiègle et cool. Et donc là, on trouve des valeurs sociétales. Hein. La question du courage est une valeur humaine extrêmement importante. La question aussi peut-être des attentes dans la valeur travail. Hein. Attendons quelqu'un de déterminé, de vaillant. La question de la ruse qui fait appel à l'intelligence. Et évidemment la question de la force que l'on va retrouver aussi dans la relation, hein, qui fausse la relation filles-garçons, notamment sur le partage des jeux. Hein. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs ce qu'elles vont exprimer. Hein. Vous avez à côté les verbatims des enfants lorsque je fais des face-à-face pédagogiques. Donc, les garçons disent qu'elles, les filles, sont nulles. La question de la disqualification d'office des petites filles sous couvert de ce système dans le partage des jeux est très forte chez les garçons. Et ce qu'on voit moins aussi et qui est important lorsqu'on va penser la question de la relation fille-garçon, c'est la question de leurs besoins à elles, de leurs désirs en fait. Ce qui fait inégale valeur aussi dans l'aménagement ou dans l'égale valeur de la parole du groupe des filles, c'est ce dont elles ont besoin. La manière dont elles sont construites fait aussi valeur sociétale. Donc elles vont dire, quand les garçons ils jouent au foot, après on n'a plus la place pour jouer à chat par exemple. Parfois on aurait envie de faire des jeux calmes comme lire et c'est pas possible. Donc toute cette question finalement de faire égalité, c'est aussi de leur permettre de jouer à leur jeu. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante s'il vous plaît?
Donc on voit ici la question de la hiérarchie qui est extrêmement importante à comprendre, puisque finalement cette question de je ne m'habille pas comme les filles pour me définir comme garçon ou pour qu'on m'identifie comme garçon, ça dit aussi que je suis imperméable au monde des filles. Et finalement, tout l'enjeu, il est de ramener les garçons ou de refaire valeur dans ce que représentent les filles. Et donc là, il y a je ne peux pas jouer parce qu'on me refuse de jouer, parce que je suis disqualifiée, parce qu'on pense que je suis nulle. Hein. Mais il y a aussi les garçons ne viennent pas vers moi parce que pour eux, c'est des choix en fait. Hein. C'est faire honte. Donc on nous explique très bien. Hein, les garçons n'osent pas aller jouer à la corde à sauter. Ils ont un peu honte de dire qu'ils veulent jouer à ça. Donc il y avait un garçon qui aimait le rose, donc sur cette question de la tenue vestimentaire et de la couleur, et les autres ils se moquaient et disaient que c'était pour les filles. Si je vais jouer avec les filles, j'ai peur d'être traitée de fille. Donc la question de l'insulte, hein, ça fait honte pour un garçon. Donc cette manière aussi de centrer ce que proposent les filles à l'espace de cours ou la parole qu'elles portent aussi à l'espace du dehors va être extrêmement important dans la stratégie pour affaiblir le système. Je rappelle quand même qu'il suffit que les garçons jouent entre eux, hein, qu'un groupe se replie, dise je ne veux pas jouer avec toi pour que les filles se retrouvent entre elles. Et finalement, le constat va être que c'est les filles dans un premier temps, dans la proposition qu'elles font à l'espace central et à l'espace d'aménagement, qui va faire mixité. Je vais vous l'expliquer en suivant avec des illustrations. Donc, le premier impact donc de ce qu'on appelle le sexisme, hein, en réalité, cette question de la hiérarchie, c'est la question du sexisme, c'est l'homophobie, c'est-à-dire que on ne peut pas euh, ne pas lier la question du sexisme et de l'homophobie qui relèvent du même processus. D'ailleurs, en école élémentaire, les petits garçons ont peur d'être traités de filles, puis au collège, ils auront peur d'être traités d'homosexuels. C'est quelque chose qui est très fort. D'ailleurs, cette question de l'homophobie, finalement, aussi sur la question de l'adolescence, puisque les garçons, lorsqu'ils expriment la peur d'être traités d'homosexuels, en réalité, c'est pas la peur des homosexuels, hein, c'est vraiment la peur d'être identifié comme homosexuel, qu'ils le soient ou pas d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est extrêmement, ça représente aussi une souffrance assez forte chez les petits garçons, donc c'est important aussi à traiter. D'ailleurs, on le voit très bien par les propos de l'insulte, c'est-à-dire que chez les filles, donc l'insulte est sur le corps, hein, ce qui est la première inscription, j'allais dire, de l'utilité des filles hein, à l'espace et aux espaces du dehors, soit belle, jolie, etc. Donc la question de comment tu t'habilles, hein, donc la peur d'être traité de pute, hein, on peut pas le dire autrement que comme ça, et puis également la suspicion sur leur sexualité dite déviante. Pour les garçons, on est sur l'insulte sur la mère, hein, donc toujours sur la question du féminin, et puis sur la question de la sexualité déviante qui là est perçue comme l'homosexualité. On peut passer ensuite à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de rappeler que être à égalité, c'est avoir les mêmes droits. Hein. C'est d'ailleurs, j'allais dire, rien de plus que ça. Les êtres humains sont à égalité parce qu'ils ont les mêmes droits. C'est d'abord la législation qui fonde l'égalité. Hein, et ce dont on va se rendre compte très vite aussi, c'est que dans les face-à-face pédagogiques et dans les discours des enfants, très vite les petites filles, c'est que c'est la remise en cause du droit. Donc là, il faut le discuter avec eux en classe, puisque définir être à égalité, c'est avoir les mêmes droits, et entendre tout de suite après, nous, madame, on n'a pas le droit de jouer au football, donc j'ai l'impression qu'il y a moins de droits pour les filles que pour les garçons dans la cour. Les garçons avaient toujours les droits, contrairement aux filles, ils se croyaient supérieurs aux filles. Hein. Donc, on voit bien ici que non, le droit est long. Donc, rappelez que ce qui est interdit à l'espace public, à l'espace du dehors, c'est par exemple de se battre, de jouer dans les toilettes, voilà, de taper dans les sacs. Mais par contre, tout le monde a le droit de jouer. Hein. Donc, la première chose, c'est réhabiliter ça dans la relation. Hein. Donc, nous devons absolument nous arranger avec ça. Il n'y a pas à accepter ta camarade, elle a le droit d'être là, elle a envie de jouer, donc il va falloir voir comment vous allez vous arranger pour partager l'espace. Hein. Donc ça, c'est très important entre avoir le droit donc qui est la notion d'égalité hein, dans notre constitution et avoir envie
je veux faire quelque chose, qui est la question de la liberté, du choix. Il y a, est-ce que c'est possible pour moi? Et la question de rendre possible, c'est la question aussi de la capacité professionnelle des adultes à protéger cet espace-là, à rappeler le droit et la règle, et de rendre possible pour chacun et chacune d'entre nous d'utiliser l'espace, de jouer à ses propres jeux, d'avoir un espace de négociation, et pour certains aussi d'entre nous, d'avoir cet espace de renoncement. C'est-à-dire que être à égalité, c'est aussi parfois laisser sa place à l'autre. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Alors, évidemment, la question de fossé ou la question du système qui influence la relation fille-garçon, elle a aussi des conséquences qui sont les violences. C'est-à-dire que travailler sur un apaisement de la relation fille-garçon, puis femme-homme plus tard, c'est structurellement travailler sur la question des violences, parce que nous sommes obligés de nous interroger aujourd'hui sur la persistance des violences et sur, j'allais dire, l'inégalité de qui subit ces violences et qui les fait subir. Soit on n'a pas tellement le choix que de penser la relation fille-garçon et femme-homme pour résoudre les violences, parce que sinon, on est obligé de consentir que finalement, il y a quelque chose de naturel et d'inné dans la relation violente en fonction de ces statistiques qui sont complètement bouleversantes, quoi. C'est-à-dire qui est agressé et qui agresse. Donc il faut travailler la relation. On voit que les violences, là encore, chez les jeunes filles, sont dirigées directement sur leur corps et en particulier sur la question de la tenue vestimentaire très tôt à l'âge de 12 ans. Toutes les filles que je rencontre, toutes les classes en collège, il n'y a jamais une fille qui me dit pas, Madame, nous on a un problème de la manière dont on va s'habiller. Ce qui interroge aussi d'ailleurs, et ça on pourra avoir une discussion après dans le débat, la question du règlement intérieur, et c'est-à-dire la question de la place de l'adulte sur cette question de qu'est-ce qui fait décence ou les injonctions à la tenue vestimentaire des jeunes filles, sachant que là encore, on n'a pas beaucoup de choix, quoi. C'est-à-dire, soit on leur fait confiance, soit effectivement, on inscrit aussi dans la règle cette inégale valeur et cette évaluation des corps chez les jeunes femmes. On le voit là sur la démonstration. Donc, soit tu es une pute, soit tu es une sainte. Il n'y a pas de juste milieu et la jupe semble prohibée implicitement. Ici, on ne peut pas se mettre en jupe. Voilà, donc on peut passer, s'il vous plaît, sur la diapositive suivante. Alors là, vous voyez des dessins d'enfants. Donc là, on est en élémentaire, mais je les fais travailler aussi en collège. Donc l'idée, c'est que je leur pose 3 questions. Dessine-moi ta cour. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois dans ton espace de cours? Comment il se définit pour toi? Où es-tu le plus souvent et avec qui? Donc le avec qui, ça me permet de mesurer le degré de mixité dans le groupe de pairs. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des amis filles et garçons? Ou est-ce que je n'ai que des amis filles quand je suis une fille ou que des amis garçons, je suis un garçon? Dis-moi comment tu te déplaces à l'espace de cours, quelles sont tes mobilités, où tu vas, et dis-moi également si tu penses qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de garçons et des endroits où il y a beaucoup de filles à l'espace de cours. Donc là, ça nous montre 2 choses, ces dessins. La première, c'est la question du partage de l'espace. Donc effectivement, on voit de manière récurrente que s'il y a un espace central qui est dédié aux jeux collectifs, il est occupé essentiellement et en grande majorité par des garçons et des grands garçons. Donc ça sera les CM2 pour l'élémentaire, puis les troisièmes pour le collège, quatrième ou troisième. On voit donc que également les mobilités sont contraintes pour les filles. Elles vont très vite dire que voilà, elles vont passer sur le côté parce que c'est un espace centré qui est angoissant pour elles. Elles ont peur de prendre le ballon, mais elles ont peur aussi surtout de déranger le jeu des garçons. Donc c'est vrai pour les filles et c'est vrai pour les petits aussi. C'est-à-dire que la question fille-garçon puis petit-grand se joue exactement aussi sur le même principe de hiérarchie. Et surtout, on voit que très vite, elles apprennent à contraindre leur corps. Les mobilités sont contraintes, alors que lorsque l'on occupe l'espace central de l'espace de cours, comme on le voit sur le dessin de gauche, finalement, on a une mobilité en étoile, c'est-à-dire qu'on est habitué à se centrer. Souvent, j'ai l'habitude de dire que les filles mésapprennent à prendre la parole publique, à prendre l'espace central.
tant et si bien que parfois, lorsque l'on va dévoyer cet espace, par exemple dire bon, mais aujourd'hui il n'y a pas de jeu de ballon, mais plus personne ne va se centrer. En tout cas, les filles ne vont pas revenir au centre, alors que on aura passé quand même des temps de discussion en disant Madame, nous on peut pas se déplacer, on peut jamais jouer au milieu, etc. Donc c'est aussi cette peur du vide ou la difficulté de se rendre complètement visible pour les autres qu'il faudra travailler aussi dans la relation fille-garçon. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est une autre illustration hein, de cette question-là, avec deux niveaux qui sont intéressants. Donc on voit bien sur sur le dessin de gauche les garçons au centre, les filles spectatrices. Hein. Les grands M, ce sont les maîtresses. Au centre de son dessin, elle a écrit bousculade. Donc cette question de l'agression, de la violence. D'ailleurs, c'est ces poches de masculin qu'on retrouve après aussi à l'espace public. Hein. Les femmes disent je n'ose pas traverser parce qu'il y a trop d'hommes. Et on voit aussi évidemment tout de suite la question de la non-mixité, hein, c'est-à-dire que le mélange est finalement extrêmement anecdotique hein, dans la relation fille-garçon à l'espace de cours, en élémentaire comme au collège. Le dessin de gauche est très intéressant puisque là, on voit donc ce fameux chef d'équipe, hein, ce garçon qui joue au foot avec son équipe, même si finalement le terrain sur cette école-là est plutôt mis sur le côté. Hein, mais ce qui est important à voir, c'est que quand je lui demande d'après toi, où sont les autres, hein, où sont les filles et les garçons, eh bien finalement, ils ne voient rien. Et ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans les dessins des garçons, c'est-à-dire que qui jouent au foot, on ne sait pas ce que font les autres. Donc tout un travail aussi dans un premier temps avec ces classes-là, ça va être de leur faire observer la cour et de regarder à quoi jouent les autres. Parce que pour pouvoir partager, il faut savoir ce qu'on a à partager aussi. Hein. Et donc cette idée d'être en préemption, c'est à la fois préempter l'espace, le privatiser, mais aussi s'empêcher de jouer à autre chose. Donc on peut passer à un autre dessin, s'il vous plaît. Alors, évidemment, je l'ai dit, hein, les conséquences de la non-mixité, c'est-à-dire de ne pas rire ensemble, de ne pas jouer ensemble, de ne pas partager l'espace, de ne pas manger ensemble aussi, hein, puisque j'observe beaucoup la cantine, parce que comme on joue, on mange. D'ailleurs, ça sera une question extrêmement intéressante avec l'organisation du temps de cantine, hein, quand je travaille avec les dames et avec les services publics qui interviennent à l'école, le périscolaire, c'est comment finalement on peut organiser aussi les passages à la cantine qui créent de la non-mixité petit-grand. Hein, et à l'intérieur finalement de l'organisation du déjeuner qui crée aussi de la non-mixité filles-garçons avec une forme d'auto-organisation dans les espaces. Donc comme on joue, on mange. Si on joue au foot avec ses potes, on va manger avec eux. Hein. Donc la non-mixité interroge dans un premier temps quelque chose d'extrêmement important pour moi, qui est l'interdit à l'amitié. Comme on l'a dit, on n'a pas tellement le choix pour traiter la relation et les violences finalement plus tard dans la relation fille-garçon, qui s'appuie pour moi sur l'hypothèse centrale que c'est bien l'absence de relation fille-garçon déjà à la petite enfance, à l'enfance et à l'adolescence, qui crée plus tard une relation violente. Hein. C'est la mise en scène de cette relation. C'est pas non plus d'ailleurs la question d'être d'accord hein, dans le consensus ou d'avoir envie de jouer aux mêmes choses. C'est bien le dissensus et le conflit qui est protégé affectivement par les adultes qui va s'exprimer à ce moment-là, qui va permettre aux enfants de traiter cette question-là pour ne pas qu'elle devienne violente plus tard dans l'intime finalement, hein, dans la relation directe qui n'a pas été travaillée avant et surtout qui permet aux enfants de casser la question des stéréotypes. Parce que ce qu'on va rencontrer dans le mélange et dans la relation à l'autre, c'est notre humanité. Hein. C'est ces questions de l'identité d'appartenance, c'est-à-dire tu es une fille, tu es comme ça se brise très vite. Et à l'inverse, d'ailleurs, en miroir, tu es un garçon, tu es comme ça, tu fais ça, très vite dans la relation, dans le jeu ensemble. Hein. Mais les conséquences de la non-mixité, c'est un interdit à l'amitié, quelque chose qui est très fort encore chez les enfants et encore une fois très jeune, hein, c'est-à-dire que cette question de, par exemple, fille attrape garçon, pourquoi ils se mélangent pas, pourquoi on fait pas un groupe fille-garçon contre fille-garçon pour s'attraper, il y a tout cet enjeu aussi, encore une fois, qui est basé sur l'imperméabilité du groupe des garçons, c'est-à-dire si je vais chez les filles, que vont penser les autres garçons hein, de moi, hein, que je m'entends peut-être bien avec eux, avec elles, ou que je suis amoureux.
C'est-à-dire que l'amitié est vraiment quelque chose de très complexe chez eux. Et puis à l'adolescence, c'est très intéressant d'observer finalement, là encore le miroir, c'est-à-dire une fille et un garçon ne peuvent être amis. Soit se cache la question de la séduction, de la relation amoureuse, soit se cache chez le garçon un problème d'identité virile, au sens où si un garçon est trop perméable au monde des filles, ça veut dire que c'est pas tout à fait normal, il y a quelque chose qui va pas. Et dans le miroir, le couple, c'est-à-dire que le couple hétérosexuel évidemment, puisqu'on voit très peu de couples, on voit pas, moi je n'ai jamais vu de couple homosexuel, que ça soit fille-fille ou garçon-garçon, dans l'espace de cours se tenir la main, faire le tour, voilà, être ensemble. Le couple hétérosexuel est exclusif. Il est exclusif à l'amitié aussi, c'est-à-dire que j'ai eu une discussion avec des troisièmes il y a à peu près 3 semaines de ça, en situation de classe, où ils me disaient non, non, mais quand on est en couple, le garçon ne peut pas discuter avec d'autres filles et la fille ne peut pas discuter avec d'autres garçons, sinon ça pose la question de la jalousie. Donc il faut là encore interroger la question du sentiment amoureux et de la relation dans sa double face, être ami et être amoureux, et même cette question aussi de l'amitié qui se transforme en amour, c'est-à-dire voilà, c'est quoi l'amour? C'est aussi connaître et qu'est-ce que ça dérange dans sa propre perception, quoi. C'est-à-dire que c'est comme la question aussi de l'homophobie ou de l'homosexualité des garçons entre eux. C'est-à-dire qu'est-ce que ça perturbe chez toi? En quoi ça te concerne cette question-là? Voilà, donc on peut passer à une autre slide, s'il vous plaît. Alors, là, je vous ai mis le travail. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une faute d'orthographe qui a été réalisée par des CP dans une école en banlieue parisienne au Lila, où finalement les enfants eux-mêmes trouvent des solutions pour jouer ensemble à l'espace de cours. Et là, c'était une classe de CP qui allait proposer à tous les autres une manière de partager l'espace qui va interroger à la fois qui peut jouer, c'est-à-dire on a un jeu qui est proposé, donc qui y joue, donc comment on constitue les équipes, comment voilà, cette question-là doit être résolue, et à la fois aussi poser la question qui est pour moi essentielle, à quoi on joue. Donc se mélanger, c'est important pour apprendre à se connaître, ça permet de faire d'autres jeux pour se faire des amis, et donc ils vont proposer déjà l'aménagement d'un espace de cours. Donc on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on expérimente, quand on mutualise et quand on généralise finalement une forme d'approche du terrain sous l'angle de l'égalité filles-garçons et puis donc plus tard l'espace public femmes-hommes. Donc on reprend, c'est ce que je voulais vous montrer aussi qui est très important, c'est moi je pars de cette question du paradigme féministe, c'est-à-dire je pars d'une problématique qui est scientifique, la question de l'inégale valeur du sexisme et des stéréotypes dans la relation filles-garçons et femmes-hommes, puis ensuite je vais le traduire en termes d'aménagement. Voilà. Alors, le système, on l'a vu ensemble, c'est la question de la classification. La problématique, c'est donc ces stéréotypes, l'identité d'appartenance. Pour pouvoir travailler ça et leur permettre finalement de se rencontrer, dont l'objectif est la rencontre et le jeu ensemble filles-garçons, il ne faut pas prescrire d'usage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu du stéréotype, dire ici, on joue au foot, ici on joue à la marelle, ici on joue à la corde à sauter. Il faut donc laisser la place à l'auto-organisation, à des espaces de négociation et de renoncement, comme je vous l'ai expliqué. Il faut éviter des espaces qui sont privatisés ou privatisables, donc ces espaces de préemption. Pourquoi? Parce que prescrire un usage, c'est proscrire tous les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réhabiliter l'ensemble des pratiques. C'est-à-dire qu'on va dépasser la question de la relation fille-garçon par qu'est-ce qu'on a envie de faire à la cour de récréation. Et on va créer donc des ambiances, un coin de tranquillité, de lecture, d'échange, d'arbre à palabres. On va réhabiliter à l'espace de cours les lecteurs et les lectrices qui sont souvent exclus. On va travailler sur la question aussi de pouvoir s'isoler.
de pouvoir être seul à l'espace de cours, de choisir de se reposer. On va travailler sur des espaces intermédiaires qui vont réhabiliter la question de la culture, par exemple, la question du jeu de société, la question de la peinture, du dessin. Et puis, on va bien sûr maintenir un espace de jeu collectif, qui sont ce qu'on appelle ces grands jeux à l'espace de cours, mais qu'on va travailler pour le rendre modulable et négociable, et je vais vous montrer comment. Alors évidemment, ce qui tient le système, c'est la séparation. On a bien compris que à partir du moment où ils vont jouer ensemble, où ils vont établir une relation à égalité, ils vont pouvoir donc la classification, et dès que cette question du système des stéréotypes va être fragilisée, on va tout de suite aussi déconstruire la question de la hiérarchie de l'inégale valeur. C'est-à-dire que ne plus pouvoir si facilement se distinguer entre qu'est-ce qu'être une fille et qu'est-ce qu'être un garçon, c'est aussi ne plus pouvoir hiérarchiser. Donc la séparation, ça veut dire que là, il faut travailler sur la non-mixité. Donc l'hypothèse, c'est de rétablir de la relation fille-garçon, d'être force de proposition avec dont l'objectif est que les filles et les garçons jouent ensemble, les petits et les grands partagent un jeu. Et ça, c'est aussi à la fois un travail sur les espaces et à la fois, évidemment, un travail sur le contenu de ces espaces. C'est tout le travail avec le périscolaire à la grande récréation, tout le travail avec les dames aussi de cantine, c'est la posture adulte. C'est l'adulte qui va protéger effectivement la relation, qui va la légitimer et qui va dire se mélanger, c'est un projet sociétal. Donc, il faut créer des espaces, la perméabilité des espaces. On l'a vu, la non-mixité se base sur l'imperméabilité du groupe des garçons au groupe des filles. Et il faut créer de la mobilité. Alors, juste 5 minutes pour vous expliquer ça. La perméabilité des espaces, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut arrêter de confidentialiser les activités des filles. Souvent, quand on pense à l'aménagement d'un espace de cours, et en particulier en ce moment, puisqu'il y a la question aussi intéressante qui est la question écologique, c'est-à-dire comment finalement on va verdir, travailler sur des îlots de chaleur dans l'espace de cours. Et là, qu'est-ce qu'on pense? On pense le dehors qui s'abrite, le dehors qui va dedans. C'est-à-dire comment je m'abrite du soleil, comment je m'abrite quand il pleut. C'est une vraie question, les préaux. D'ailleurs, je rappelle aussi que, et ça c'est extrêmement intéressant, les effets de seuil, que le dedans, c'est aussi le dedans de l'établissement. Et que moi, je travaille beaucoup aussi sur des rues intérieures, sur des halls intérieurs, se mettre dedans, comment l'établissement devient aussi un espace de loisirs, de relation à l'autre, autre que de rester dehors. Donc, on pense le dehors qui va dedans, mais on pense très peu, et c'est là où c'est extrêmement important sur la question de la relation fille-garçon, le dedans qui va dehors. J'ai l'habitude de dire, s'il fait beau pour faire un foot ou un jeu collectif, il fait beau aussi pour faire danse, perles, pour dessiner. Parce que qu'est-ce qui se passe? Sous l'angle des stéréotypes, finalement, les activités des filles se font dans les salles d'activité. Voyez, donc là, on est dans la salle d'activité, on va faire jeu collectif, perles, etc. Les garçons, c'est extrêmement difficile de rentrer dans les salles d'activité où il y a beaucoup de filles. C'est déjà dur de jouer avec les filles à l'extérieur, mais si en plus on va passer la porte, passer le seuil et s'enfermer avec des filles, alors là, au niveau identitaire, c'est extrêmement compliqué. D'accord? Donc en fait, il faut externaliser les activités dites de filles, d'abord pour les légitimer, dire ce qu'elles font, c'est important, et tu vois, ça allait parce que je l'accompagne et que je te le montre, pour que les garçons se permettent d'aller voir ce qui se passe. Et c'est d'abord le fait d'être ensemble dans un même lieu qui va créer de la mixité et ensuite de la relation. Donc, il faut permettre aussi de la mobilité sur les espaces. C'est beaucoup plus facile de passer de l'atelier art plastique, danse, musique à l'espace de cours à l'atelier de jeu collectif ou à l'espace calme. Parce qu'on y va 5 minutes, parce qu'on regarde. Et cette mobilité-là, c'est d'abord la première chose qui fera visuellement
qu'on voit des filles et des garçons dans les mêmes espaces. Donc j'ai beaucoup parlé de l'inégale valeur et du partage de l'espace. Légitimer toutes les pratiques, je viens de le dire, habiter la culture, la rêverie, la lecture, les jeux libres et les lieux collectifs. Et il faut co-veiller les espaces. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est que les enfants doivent voir et être vus. Et que quand on travaille un espace public ou un espace du dehors, comme la cour de récréation, il faut jamais oublier que ce qui dessine cet espace, c'est ce qu'il y a autour. Donc le regard de la salle des maîtresses, le regard de la cantine, le regard de la salle périscolaire, le regard du foyer des enseignants. Voilà, ça c'est extrêmement important parce que les enfants voient des adultes vivre ensemble. Et en même temps, le regard adulte les protège aussi d'une relation plus compliquée. Donc on peut passer, s'il vous plaît, je vais me dépêcher, hein, je vais aller plus vite. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment ça se traduit. Donc on a une cour avec ce grand terrain de jeu collectif qu'on a vu sur les dessins d'ailleurs. Donc on peut passer ensuite, s'il vous plaît, à la diapositive suivante. On réorganise l'espace de cours qui est donc en espace de centre. Le jeu collectif était... alors attendez, est-ce que vous voyez ma souris? Vous voyez ma souris? Non? Vous êtes là toujours? D'accord. Bon, c'est pas grave. L'espace de jeu collectif, en fait, le terrain de foot s'organisait au milieu, au centre. Hein. Voilà, là, exactement là, où vous montrez. Là, sur toute la longueur, là, sur toute la largeur, non plus haut, tout le rectangle, là. Bon, bref. Et donc, on le met en fond. On libère l'espace central pour libérer la mobilité, c'est-à-dire je vais du préau à l'espace de bosquet, puisque là ils avaient un bosquet. On met donc l'espace de jeu collectif qui a la même dimension. En fait, on a travaillé une dimension aussi pour pouvoir faire EPS, etc. en fond de cours et on le laisse ouvert. Ça, c'est extrêmement important. Au centre, on décline ce qu'on appelle un espace intermédiaire. Là, c'est le 2 en jaune qui va traverser à la fois un espace béton et un espace forestier ou qui va être l'organisation des puissances 4. On a une halle, voilà, une halle créative aussi au milieu là. Et puis en bas, à droite, on aura l'espace calme, arbre à palabres, lecture, organisation, le fait d'être seul. Donc on peut passer à une autre diapositive, s'il vous plaît. Je me dépêche un peu parce que voilà. Donc là, rapidement, on voit après. Hein, donc quand on a transformé l'espace et quand on a modifié les choses et qu'on les a définies ensemble avec les enfants et les adultes, on voit très vite que, vous voyez sur ce dessin, tout de suite, les filles et les garçons sont mélangés à l'espace de cours. C'est ce que j'appelle la mobilité, le fait d'être ensemble sur le même espace. Donc on voit aussi qu'elle va, elle décliner, donc les filles et les garçons seraient peut-être en harmonie, le terrain sera peut-être à tout le monde dans la question du partage hein, de l'espace. Les filles seront plus heureuses, les garçons pourront jouer à autre chose que le foot. Donc ça, c'est la lecture que font les filles aussi de l'organisation entre des garçons, c'est-à-dire que voilà, ils ne jouent qu'au foot et le fait qu'ils jouent à autre chose leur permet aussi d'être avec eux tout simplement. Hein. Les garçons et les filles auront compris que se mélanger est une bonne chose. On peut passer à l'autre, s'il vous plaît. Alors là, on voit cette question que j'ai posée dès le départ. Je peux jouer à mes jeux. Hein. Donc maintenant qu'on a enlevé le ballon, on a repris la place pour d'autres jeux. Avant, il n'y avait pas de corde à sauter au milieu. C'est cette question des petits jeux de filles qui sont petits parce qu'ils sont contraints et que quand on leur donne de la place, ça devient des grands jeux au sens des jeux pour tout le monde. On peut passer à l'autre, s'il vous plaît. Alors là, c'est l'organisation du terrain de jeu collectif avec une roue du jeu au hasard, c'est-à-dire ce qui fait sens, c'est de vouloir faire un jeu ensemble. Hein, mais le jeu est défini par le hasard. Donc là, je pourrais vous expliquer comment on construit ça avec le périscolaire aussi. Donc là, on a ce qui est intéressant ici, c'est que moi, je trouve que c'est mieux maintenant. On joue à poule renard vipère avec les garçons. Avant, ils ne jouaient qu'au ballon. Il y a deux avantages. Je peux jouer à mes jeux et je joue avec les garçons. Alors nous, avant, on faisait que jouer au foot. Moi, je préfère autant maintenant qu'avant, on était tout le temps. Allez, passe-moi la balle, je vais marquer. Parce que maintenant, ça nous permet de nous rappeler des jeux qu'on avait avant comme poule renard vipère. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un CM2, c'est un garçon qui jouait au foot tout le temps. Et c'est ces jeux qu'on avait avant, cette question de, voilà, quand on était petit, on jouait tous ensemble et maintenant, on joue que à ce jeu-là et entre garçons. Et ça, c'est important parce que souvent, on fait le procès sur cette question de la relation fille-garçon, de la punition des garçons. En fait, les garçons ne sont pas punis. Hein, on leur ouvre des possibles et on leur permet surtout de faire un libre choix aussi. On peut passer, s'il vous plaît. Alors,
Là, on voit l'organisation que je vous ai montré sur le plan de ça. Donc, c'est fait de briques et de broc, hein. Les expérimentations, en fait, c'est un moment éphémère dans lequel on transforme la cour. Voilà. Et après, on va définir ensemble qu'est-ce qui va être pérenne, qu'est-ce qu'on va préconiser. Donc là, juste ce qui est intéressant, c'est cet espace central, voilà, avec l'espace d'art plastique où on voit bien des filles et des garçons. Et juste pour vous montrer les assises en croix, donc ça c'est intéressant aussi, ces assises vertes en croix. Pourquoi? Parce que les assises en croix, ça permet de jouer avec, ça permet de se regarder ou d'être à côte sans être en face à face, de se parler et surtout, ça permet d'avoir un regard à 360 sur l'espace de cours. Et qu'est-ce que regardent les bancs? C'est ça, c'est aussi extrêmement important. On peut passer, s'il vous plaît, rapidement. Donc, je vais pas parler des toilettes parce qu'on n'a pas le temps. On en parlera si vous voulez dans la discussion. Je suis désolée, j'ai pris trop de temps. Allez-y, on peut passer sur la question des toilettes. Voilà. Mais sachant que je travaille sur des toilettes mixtes, et là encore, je pourrais développer si vous le souhaitez un petit peu dans les questions. Et là, juste, vous pouvez faire défiler rapidement les diapos. On voit différents aménagements. Voilà. Donc les toilettes mixtes, la possibilité de manger seul, de s'auto-organiser dans l'espace de cantine, les tracés au sol qui permettent d'avoir différents niveaux de jeu, petits, grands, avec des ronds de couleurs qui servent pour marquer. On peut passer encore, hein, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, on joue avec les tracés encore. Voilà, ça juste simplement, c'est j'ai peur de me mettre au centre, donc je travaille un cheminement, je travaille beaucoup de rivières, d'espaces où finalement on passe l'espace central. Là, ça permet d'autoriser, on dit que le chemin, il est de passer au centre. Voilà, ça c'est la manière de se centrer. Donc voilà, rapidement, voilà, des jeux un peu, un espace de terrain de jeu collectif alternatif avec des bosses, avec un côté très esthétique. Voilà, là c'est partager l'espace, faire du toboggan et en même temps déjeuner sur le même espace, partager les publics. Voilà, je pense on peut passer. Voilà, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi, je pense que j'ai dépassé mon temps en réalité. Merci. Merci beaucoup, Edith. Du coup, je vais prendre la suite sur vos questions. Oui, excusez-moi Anne, j'ai Vos, oublié de dire voilà que c'est vous qui allez me poser les questions. je Merci vous Anne. en prie. De belles réactions et plusieurs questions. Malheureusement, je vais devoir faire un choix. Plusieurs questions convergent sur une ambition d'aménagement des espaces. Est-ce que cette ambition d'aménagement doit faire l'objet d'une directive politique nationale? Une autre question dans ce sens, une personne se demande pourquoi pas un cahier des charges pour toute nouvelle construction ou rénovation scolaire. Ouais. Alors, ce qui doit faire objet d'une politique nationale, mais je pense que c'est pas dans le contexte en ce moment, hein, je vais être tout à fait claire par rapport à ça, c'est la question du paradigme, c'est-à-dire le fait de travailler la relation fille-garçon sous cet angle-là. Déconstruire je rappelle simplement que, contrairement à ce qu'on pense, faire égalité, c'est pas simplement ne pas faire inégalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on discrimine pas qu'on dit ah mais non mais moi je suis neutre. D'ailleurs la neutralité a fait beaucoup de mal à cette question-là, hein. Il n'y a pas de neutralité pour moi sur la question. Il faut avoir qu'on appelle de l'empowerment professionnel, de la capacité à la fois technique, de la volonté, hein, de la proactivité sur la question de l'égalité filles-garçons, c'est organiser le débat, poser les questions, partager les espaces, expérimenter. Voilà. Sur la question de la note d'aménagement égalitaire, oui, moi, c'est mon terrain, mes terrains me servent avec les collectivités à proposer une note d'aménagement égalitaire sur toutes les écoles neuves. Je travaille, et tous les collèges aussi, hein, je travaille avec le plan collège du département de la Gironde, c'est 14 nouveaux collèges. Tous les architectes reçoivent une note qui préconise en termes concrets, comment on fait de la mixité, sur la question des toilettes mixtes, etc. Puis après, il y a même un travail sur esquisse. C'est-à-dire, je regarde les esquisses d'architectes et je dis, là, ça va fonctionner, là, ça fonctionne pas. Donc, à la fois en termes de structure, qu'est-ce qui regarde la cour, comment on construit le bâtiment, d'aménagement et d'usage. Merci Edith. J'ai une autre question sur le regard des adultes dont vous parliez tout à l'heure. Comment on travaille avec les professionnels pour intégrer ces différentes dimensions? Car finalement, les professionnels sont eux-mêmes porteurs de tous ces stéréotypes finalement. Alors, moi, vous avez compris, la chance que j'ai, c'est que je travaille en immersion, c'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle du corps à corps. C'est-à-dire que physiquement, je suis avec eux, je suis à la récré, je suis en classe avec les maîtresses, au collège, c'est pareil. Mais je me sers aussi de cette matière pour sensibiliser, c'est-à-dire pour faire de la formation professionnelle. En fait, il faut simplement consentir ensemble collectivement que c'est un sujet de son métier. C'est-à-dire travailler
sur l'égalité filles-garçons et sur la relation filles-garçons, oui, ça fait partie de mon métier. Et à ce moment-là, on fait appel à l'intelligence collective. C'est vrai pour les architectes, c'est vrai pour les techniciens, c'est vrai. Et puis on accompagne, on se pose des questions ensemble. Tiens, si je fais ça, Edith, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que t'en penses? Avec comme objectif établir la relation fille-garçon. Ça, c'est l'objectif principal. Et bien sûr, travailler sur un contexte affectif d'égale valeur dans la relation. C'est difficile de sélectionner une dernière question pour la fin. Une personne nous demande si vous avez remarqué au cours de vos expériences des différences entre zones urbaines et zones rurales. Alors, j'ai travaillé sur tout le territoire. Hein. J'ai travaillé en Corrèze, à Meilsac, où il y avait 1200 habitants. J'ai travaillé beaucoup sur les grandes banlieues parisiennes, hein, Aubervilliers, Les Lilas, Villiers-le-Bel, Paris, La Ciotat, enfin plein d'endroits en fait, semi-rural, Brive, etc. Partout, La Roche-sur-Yon, sur tout le territoire national. Et en réalité, il n'y a pas de différence sur de l'influence du système, c'est-à-dire comment se faussent les relations filles-garçons. Il y a différents espaces, on peut trouver. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, finalement, plus l'espace est grand, c'est-à-dire plus on est dans le rural, plus on a une grande récréation, plus c'est difficile de mélanger. Quand vous avez un espace contraint, c'est plus facile de dire faut partager, vous voyez, que s'organise dans un coin le jeu des filles parce qu'elles ont de toute façon assez d'espace, voilà. Donc on retrouve des prégnances en fait dans la relation fille-garçon, voilà. Et d'ailleurs aussi sur la question de l'occupation des espaces publics. Donc il n'y a pas fondamental. Et puis en plus un espace de cours, enfin un établissement scolaire, c'est en soi un espace à vivre. C'est en soi un espace d'appropriation, vous voyez, qui peut complètement aussi être la bulle externalisée, même quand on a une pression urbaine très forte, ou même quand on a des grands champs, en fait. C'est son espace à soi. C'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant, je finirai là-dessus, parce que il pose la question de l'auto-organisation. C'est la première, si vous voulez, c'est l'apprentissage de la relation à l'autre et de la vie en société, à l'école. Et c'est pour ça que l'enjeu est massif et extrêmement important sur la relation fille-garçon. Comment on s'interroge sur ce que je vais chercher chez l'autre, sur sa propre identité, sur des valeurs fondamentales qui doivent finalement, juste, je finirai là-dessus, il faut remettre les valeurs que nous avons toutes et tous et qu'ont les enfants. Hein, ça, les enfants, l'école transmet des valeurs très fortes aux enfants. Être à égalité, il n'y en a pas un qui me dit il faut être pareil, ça veut dire devenir une fille ou quelque chose. Non, c'est avoir les mêmes droits, madame. Très bien. La question de la liberté, c'est avoir le choix. Les enfants le savent. Par contre, ils sont pourris, je ne peux pas le dire autrement, ou quelque chose va complètement les détourner avec la norme. Donc, ce qu'il faut remettre, c'est les valeurs pour qu'elles affaiblissent ou qu'elles fassent disparaître cette espèce de norme de genre. Voilà. Je vois qu'il nous reste encore un peu de temps, donc j'en profite pour vous poser d'autres questions. Nous en avons plein qui arrivent. Sur les toilettes, on est passé rapidement tout à l'heure. Une personne nous demande si vous pouvez apporter un retour d'expérience sur les toilettes mixtes. Oui, bien sûr. Alors, sur les toilettes, l'argumentaire est très facile. Hein. Donc, la seule question qu'on doit se poser, et souvent en miroir d'ailleurs, c'est ce qu'on doit faire sur la question de la relation fille-garçon, c'est pourquoi on a fait les toilettes non mixtes. Pourquoi Qu'est-ce qu'on dit quand on dit à un petit garçon de 6 ans et à une petite fille de 6 ans, tu ne peux pas te mélanger dans le bloc sanitaire? Qu'est-ce qu'on dit sur cette essentialisation de la relation fille-garçon? Qu'est-ce qu'on signifie aux garçons sur leur propre agressivité et aux filles sur leur propre vulnérabilité? Sachant que ça n'a jamais résolu les problèmes de harcèlement et que passer à côté d'un problème l'éviter, donc ce que j'appelle le conflit encadré, en fait, c'est juste ne pas le traiter. Donc, nous n'avons pas traité la question des violences, nous n'avons pas traité la question du harcèlement en disant qu'on a fait des toilettes non mixtes. Il n'y a aucun problème sur les toilettes mixtes. Ce qu'on doit protéger, c'est l'intimité de la cabine. Il faut enlever les urinoirs. Et parce qu'on enlève les urinoirs et qu'on se protège à l'intérieur de la cabine, on peut permettre la perméabilité du regard adulte dans le bloc sanitaire. Pourquoi les toilettes sont un lieu de violence et d'agression? Très vite en plus au collège après, les filles entre elles, les garçons entre eux. Hein. Donc là on n'est pas sur, vous voyez, mais qui se joue sur la question de la relation fille-garçon, parce que je finis juste là-dessus, parce que c'est un lieu d'impunité. C'est ça le vrai diagnostic. Et pour qu'il n'y ait plus de violence aux toilettes, il faut casser le sentiment d'impunité. Il faut juste que l'adulte puisse jeter un œil sur ce qui s'y passe. Voilà, dans le bloc.
avec des lavabos centraux, enlever les miroirs, etc. J'ai plein de choses à raconter sur les toilettes, mais en tout cas, la question essentielle à se poser, c'est qu'est-ce qu'on dit à des enfants quand on leur dit tu ne peux pas te mélanger dans le bloc sanitaire. Aux adultes aussi d'ailleurs, hein, entre nous. Là, du coup, on parlait de la sphère scolaire. J'ai plusieurs questions sur la sphère de l'intime et comment, dans l'unité familiale, comment on communique là-dessus, comment on sensibilise les parents. Alors, il faut quand même rappeler que l'école est le lieu de la socialisation secondaire, donc l'école pour toutes les questions, quelles qu'elles soient. Hein, la question républicaine, c'est bien la question aussi d'une socialisation alternative à celle de la famille. Hein. Et ça, c'est important parce que c'est aussi un espace d'éducation, de liberté pour l'être humain. Qu'est-ce que j'entends comme parole alternative? Ensuite, moi, j'ai jamais eu des parents qui m'ont dit, oh là là, c'est n'importe quoi, c'est horrible, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Je leur dis, voilà, je vais travailler pendant 6 mois avec vos enfants sur la question de l'espace de cours, du partage d'espace de cours. On va même travailler sur les toilettes mixtes, vous voyez? Et c'est leur place à eux, elle est là, sur cette question scolaire, à la porte de l'école. Après, ils ont les retours avec leurs enfants. Mais comment ça s'est passé? Vous savez ce qui se passe à l'espace de cours? La peur d'aller aux toilettes, l'empêchement à y aller, les maladies, la violence, ça rentre à la maison. Et si ça temporise à quelque part, eh ben finalement, il n'y a pas un parent qui veut que son gamin ou sa gamine, elle soit privée de jouer, de s'éclater ou d'avoir un moment sympa. Et même pour les parents des joueurs de foot, vous voyez, c'est possible aussi de travailler avec eux. Voilà. J'ai plusieurs questions sur le grand sujet de la classification vestimentaire. On nous demande comment lutter contre cette classification qui reste très prégnante dans le monde des adultes et notamment dans le monde professionnel. Oui, alors après, enfin, vous avez bien compris que le vêtement physique, ça cache un vêtement social. Donc moi, je pense qu'on détruit cette question du vêtement physique par la perméabilité des mondes, par la discussion. En plus, cette question-là, on garde des traces, hein, c'est-à-dire les cheveux longs, le maquillage, le truc, etc. Mais il y a une forme d'uniformisation des corps quand même. Dans la manière de s'habiller, les filles ne savent plus comment s'habiller, donc elles prennent. Enfin, moi, je suis choquée de voir qu'aujourd'hui, une tenue vestimentaire pour une fille un peu, je veux dire, ouverte, c'est simplement un t-shirt à manches, quoi. Hein. C'est le truc des crop tops et tout, c'est dans la tête. Hein. Moi, je suis allée sur des collèges où il n'y a pas une fille. Alors, il y en a peut-être une ou deux, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut laisser tomber ça. C'est-à-dire ne pas mettre de règlement. Habillez-vous comme vous voulez. D'accord. Bien sûr, on peut aussi travailler sur la discussion. C'est-à-dire, c'est quoi cette question? Quand je vous ai montré la question d'Iggy Pop avec quand il s'habille, qui dit je n'ai pas honte de m'habiller comme une femme parce que je pense qu'il ne soit pas honteux d'être une femme. Ce qui aura totalement changé la société, c'est que lorsqu'on verra pas un homme habillé en femme, mais un homme qui porte une robe, quoi. Il faut se soulager avec ça. Ah, moi, des fois, je plaisante avec eux. Je leur dis calmez-vous, c'est pas très grave. Tu vas pas devenir une fille, voilà. Mais en même temps, la tenue vestimentaire, pour moi, le vêtement physique, il se travaille d'abord sur le vêtement social. C'est un peu frustrant. Une dernière question pour la fin, on en a plein. On me demande si la formation des différents acteurs, je pense aux ATSEM, aux enseignants par exemple, peut-être une réponse à toutes ces problématiques. Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils peuvent l'être? Mais bien sûr, c'est la question fondamentale, hein, la question du paradigme féministe, hein, ce que j'ai appelé, si vous voulez, c'est pas une science, hein, le genre. C'est un cadre d'approche de son métier, de son sujet, en fait. Donc, le fait qu'elle soit pas enseignée à l'université, le fait qu'elle soit pas enseignée en SP, le fait que, effectivement, ça soit complètement invisible. Et d'ailleurs, c'est plus qu'invisible aujourd'hui, hein, puisque le débat, il est de le remettre en question comme approche scientifique de ces objets. Et c'est là où est notre plus grave danger. Hein. C'est-à-dire que depuis toujours, il y a des contre-discours à aux questions féministes, au machin, mais n'importe quoi. Enfin, vous connaissez tous ça. Mais là, aujourd'hui, on attaque le cœur de la production scientifique, comme si il fallait être neutre. Il n'y a pas de neutralité. Moi, je montre que depuis des années, en fait, l'aménagement de l'espace, il s'est fait sous l'angle aussi de la réponse aux besoins et aux désirs des garçons et des hommes. Donc, c'est pas neutre. Hein. Donc, bien sûr, mais par contre, ce qui est sûr, et ça, je voulais juste finir là-dessus, c'est qu'il n'y a pas
il n'y a pas, comment dire, de fatalité, où il n'y a pas de, oh là là, on l'a pas fait, c'est impossible. Non. Vous vous posez la question, en fait. C'est deux, trois lectures, c'est un échange, c'est une sensation, c'est ce que je fais moi quand je suis sur les écoles. Voilà, je reste pas toute ma vie, quoi. Hein, c'est on discute, on fait appel à nous, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut travailler. Et encore une fois, c'est travailler la relation fille-garçon dans l'égalité. Voilà. Merci beaucoup, Edith. Et ben, je laisse le mot de la fin à Muriel Maffezoli, qui est co-animatrice du groupe pilote Égalité Filles-Garçons. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Edith Marie-Jules pour tout ce que vous avez mis en avant, en fait, qui nous oblige effectivement à porter un regard différent. Et je vais pas faire une conclusion parce que je pense que c'est pas possible, mais plutôt renvoyer à quelques points de vigilance pour clôturer notre temps trop court d'échange. Alors quelques mots-clés que vous avez évoqués sur lesquels je vais revenir très rapidement. La question de l'égalité, c'est les mêmes droits. Et c'est pas traiter l'inégalité. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à poser en tant que tel. Même nous, je crois moi, dans mon quotidien, finalement, je ne l'avais pas pris dans cette dimension-là. Plutôt tendance à combattre et repérer les inégalités. Bah non, effectivement, poser la question sous l'angle finalement de être égaux, c'est les mêmes droits. Travaillons d'abord l'accès aux droits à tous et finalement l'intégrer à toutes nos démarches. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, finalement, l'école va être sur les questions des valeurs, c'est important, mais finalement, on est complètement déterminé par les normes. Et ces normes, on les a chacun d'entre nous au cœur. Donc comment on les retravaille à notre niveau en premier lieu. Vraiment, je pense que ce côté de l'approche intégrée, de re-questionner tout ce qu'on est amené à faire et de se dire à chaque fois, finalement, ce que je suis en train de faire, c'est pas de se dire c'est inégalitaire, etc., mais c'est à chaque fois comment je replace tout à chacun à la place qui doit être la sienne. Voilà, enfin, pas à la place qui doit être la sienne, pardon, à la place qu'on lui donne, qu'on lui permet. J'ai bien aimé votre terme aussi de rendre des possibles. Quand vous avez évoqué le fait que parfois la démarche pourrait paraître une contrainte pour les garçons, puisque du coup ils lâchent une partie de l'espace, mais en fait vous évoquez à travers votre expérience, le fait de pouvoir redonner des possibles, parce que en fait, eux aussi, ça va leur permettre d'élargir le spectre des activités qu'ils peuvent faire, etc. Et je trouve que ça aussi c'est intéressant parce qu'on regarde pas sous l'angle de la contrainte, mais sous l'angle des possibles. Un autre aspect qui m'a semblé extrêmement important, peut-être parce que aussi là nous on le porte beaucoup, c'est la question du travail que vous menez avec les acteurs eux-mêmes, les enfants. Vous avez évoqué le travail d'immersion. Du coup, c'est aussi reconnaître leur capacité à pouvoir être eux-mêmes producteurs des espaces collectifs. Je trouve que les cités éducatives visent quand même beaucoup la question de la citoyenneté, etc. Donc, comment on réintègre cette dimension-là en tant que telle? Ça pose aussi la question de la place des professionnels et des adultes, plus globalement, sur le fait qu'on fasse place aux enfants. Ça demande du temps. Vous l'avez dit, c'est des séquences de travail, d'immersion assez longues, mois, 6 mois, etc. Donc, ça veut dire que ça se résout pas du jour au lendemain. Et j'avais aussi envie de dire, si je tire le fil, je pense que c'est jamais résolu. Parce que c'est comme la question j'ai travaillé plus la question des espaces publics d'un point de vue sociologie urbaine. On parle des questions d'usage, des espaces de frottement, et on se rend compte que pour permettre une appropriation par tout le monde des espaces, et notamment des espaces publics, et en ce moment c'est particulièrement marqué du fait de la crise sanitaire, c'est à chaque fois travailler au quotidien sur comment on se réapproprie l'espace. Et ce que vous avez dit des enfants, moi je trouve que ça fait écho dans le quotidien, alors dans les quartiers politiques de la ville en particulier, parce que c'est ce qu'on travaille, mais finalement quand on regarde où se trouvent les espaces de non-mixité, souvent ils sont
aussi dans les espaces, on va dire, qui ne sont pas les quartiers politiques de la ville. Hein. Bon, voilà, nous, notre boulot, c'est d'aller regarder dans ces espaces-là, mais il faut aussi qu'on questionne les espaces où parfois nous vivons, qui sont loin d'être des espaces de socialisation mixte. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce que vous avez dit, c'est cette question de l'immersion. On se disait, mais vous avez dit, finalement, le travail me permet d'aller sur la sensibilisation. Et du coup, et je terminerai là-dessus, le souci, bon, déjà, je pense que vous pouvez pas intervenir partout, premièrement, et surtout, si vous êtes en immersion, ça veut dire qu'il y a déjà une prise de conscience. Et du coup, comment nous, en tant que professionnels, on doit travailler à favoriser cette prise de conscience. Et avant tout, avec les adultes. Et pas seulement les parents. Nous, en tant que professionnels, comment on réintègre cette dimension-là pour vraiment re-questionner cet aspect et tous les éléments que vous nous avez mis en avant pour renforcer l'égalité, c'est-à-dire les mêmes droits, et finalement, ce que vous avez évoqué aussi au fil de votre démarche, la question de la liberté. Et je voulais terminer sur ce point et vraiment vous remercier du très très grand intérêt de votre intervention et de l'aspect très pédagogique. Merci beaucoup. Et je pense que je relais l'intérêt que tout le monde a pu exprimer à vous écouter. Voilà. Merci beaucoup.